Mais voyons Moff Gideon, de qui se moque-t-on? On est quand même dans The Mandalorian saison 3, chapitre 24. Le retour. Et pour autant, des Stormtroopers complètement amorphes, incapables de réagir face à des Mandaloriens invincibles. Est-ce normal? Est-ce crédible? Peut-on allier spectacle avec réalisme? Eh bien, on en parle juste après le générique. Alors, comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, malheureusement, je n'ai pas pu faire la critique du chapitre 23. Tout simplement car j'étais en stage à Dijon, vous savez, sur la planète Terre. Et donc un stage très soutenu qui ne m'a pas permis de réaliser cette critique. Et pourtant, un épisode assez incroyable, ce chapitre 23 qui m'a énormément plu, à travers donc cette conquête mandalorienne, ce rassemblement de soldats de chaque ethnie, de façon à se diriger vers un objectif commun, celle de reconquérir Mandalore, et la base de Moff Gideon, implantée déjà sur cette planète. Et oui, cet homme-là n'a pas chômé durant toute cette période. Et eh bien, malheureusement, ou peut-être tant mieux, ça dépendra des avis, Paz est mort. Vive Paz. Paz m'a rendu un peu ému à la fin de cet épisode, je l'avoue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il meure, et pour autant, on avait déjà constaté à des Mandaloriens invincibles face à des Stormtroopers complètement minables. On a le Beskar du côté de l'Empire. On a tout ce qu'il faut. On a une armure incroyable chez Moff Gideon qui a vraiment pris de la plus-value. Hein, parce qui a acheté de magnifiques accessoires. Et pour autant, eh bien, on en arrive à une fin d'épisode où on se dit qu'est-ce qu'il va se passer. On va assister à une guerre spatiale incroyable entre des Mandaloriens et des Stormtroopers. Et un Moff Gideon aux commandes qui va certainement peser énormément dans la balance. Et bien on en arrive donc à ce chapitre 24. Alors peut-être que c'est le chapitre final de toute la série, je ne sais pas. Et pour autant, on va prendre le temps d'analyser cet épisode dans la chronologie, en commençant par les aspects techniques. Un épisode qui dure 46 minutes, réalisé par Rick Famuyiwa, avec les acteurs récurrents habituels. On a bien sûr Pedro Pascal, qu'on n'aura jamais vu hein, d'un point de vue visage, c'est un peu dommage pour lui d'un point de vue acteur. Mais aussi Emily Swallow, pareil, l'armurière, aussi masquée, casquée. Et bien sûr Katee Sackhoff, qui a fait une très très belle prestation durant toute la saison. On peut pas dire le contraire. Grogu n'a pas d'acteur, c'est la marionnette. On a aussi le retour de Cassianides hein, qui m'a fait beaucoup penser à Poe Dameron hein, de la dernière trilogie qui est sortie. Voilà, un personnage qui prend un peu plus d'importance, qui a vraiment son utilité et qui est peut-être un peu plus à l'aise depuis la mort de Paz, je ne sais pas. Le retour bien entendu de Giancarlo Esposito, alias Moff Gideon, pour la dernière fois semble-t-il, car ça semble être la conclusion de son règne à travers cette série, malheureusement. La réalisation de Rick Famuyiwa m'a beaucoup plu, notamment par rapport à tout ce qui est spectacle. Spectacle un peu confondu malheureusement avec absence de réalisme. C'est bien dommage, hein. J'ai vu beaucoup trop de choses surréalistes. Un manque d'équilibre par rapport aux pertes, notamment à tout ce qui est Mandalorien, un Mandalorien invincible face à des Stormtroopers complètement nuls à chier. C'est terrible. Et voilà, ça c'est mon gros regret, enfin ma grosse désolation, c'est de voir ce manque de réalisme total. On commence donc cet épisode par une scène où les Mandaloriens fuient vers l'extérieur. Hein, c'est assez concret, tout le monde se barre après la mort de Paz Vizsla qui s'est sacrifié de façon très noble pour ses camarades, hein, et il a laissé la vie, certainement aussi par honneur, car c'est quelqu'un qui a un gros ego énorme, c'est ça qui l'a tué d'ailleurs. On constate également l'efficacité des jetpacks et des Mandaloriens pour tout ce qui est évolution dans l'air, dans l'espace. Ils sont capables d'aller un peu partout, tant qu'ils ont du carburant, c'est nickel. C'est Axe Woves qui prend directement la direction de ce vaisseau spatial des Mandaloriens le plus gros pour eh bien, en prendre les commandes et demander à tout le monde de se barrer pour aller se battre sur la planète. On constate que Mando a été intercepté par ses forces. Il n'a pas été tué, hein. D'ailleurs ça aurait pu être très très choquant pour nous, pour les téléspectateurs. Ça aurait pu être assez incroyable de voir Mando tomber au front et là ça nous aurait marqué très très fort. Peut-être trop fort, hein. Disney n'a pas voulu nous faire tant de mal. Et bien Mando il est kidnappé, capturé par 2 soldats troopers avec leur super armure de Beskar. Et Mando, dès le début de l'épisode, alors merci pour le suspense, se libère d'ores et déjà. Et on voit apparaître aussi Grogu à travers son IG-11. Comment a-t-il pu arriver dans cette position pour retrouver son ami aussi facilement? Incroyable le scénario.
Donc on a une nouvelle fois affaire à un affrontement totalement déséquilibré entre les Mandaloriens et les Stormtroopers d'élite avec le Beskar, qui sont complètement mauvais. Hein. Ils ont un super équipement, mais apparemment à l'intérieur il n'y a pas grand chose au niveau performance, entraînement, c'est pas terrible. Et 100% de perte d'un point de vue Empire, 1% ou 0% côté Mandalorien, c'est là où je trouve que la balance n'est pas assez équilibrée pour y croire. Et moi, j'ai besoin de réalisme pour vraiment me plonger d'un point de vue immersion dans une série. Ça m'a beaucoup manqué de toute façon dans The Mandalorian. Je pensais qu'ils allaient équilibrer un petit peu la donne, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est fort dommage. Pendant ce temps-là, les Mandaloriens continuent à fuir, pas à pas, et Din Djarin décide de téléphoner à Bo-Katan pour lui dire qu'il était dans la base, qu'il allait affronter Moff Gideon et qu'il était accompagné de Grogu. Forcément, Bo-Katan qui lui dit fais attention à toi, fais attention à ton cul, car c'est le boss des Impériaux, c'est l'ennemi juré donc, des Mandaloriens depuis la saison 1, n'oubliez pas. Et il porte ironiquement un casque de Mandalorien, qui ressemble un petit peu à celui de l'armurière, mais en mode ténébreux, un petit peu Kylo Ren, le gros méchant de la série. Suite à ça, les vaisseaux ennemis se décident enfin à décoller. Et oui, un gros temps de latence depuis le moment où Moff Gideon leur a donné l'ordre. Et l'un des soldats est tout content de rejoindre son maître en disant « Notre troupe aérienne a décollé, maître ». Moff Gideon qui n'est pas complètement satisfait car Din Djarin vient de s'échapper. Et donc le petit soldat dit « Si vous voulez, on s'en occupe ». Et là, Moff Gideon prend sa responsabilité et dit « Non, je vais m'en occuper moi-même ». On voit sur le radar les 2 points qui représentent Grogu et Din Djarin se déplacer dans la base. On se dit qu'à ce moment-là, Moff Gideon devrait bloquer certains accès, notamment la salle des clones, là où il a créé ces créatures incroyables. Mais ça ne suffira pas. Soudain entre en scène un certain R5-D4 que l'on n'avait pas vu depuis quelques épisodes. Rappelez-vous ce droïde qui était destiné à une vie pitoyable sur Tatooine avec Pelimoto. Eh bien, il se retrouve au cœur de la résistance, au cœur de la guerre mandalorienne, face à l'Empire. Et il a des pouvoirs incroyables, il a eu des super accessoires ajoutés. Un petit peu comme dans l'épisode 2 où R2D2 avait des possibilités de voler et d'utiliser un petit peu tous les gadgets possibles. Donc pour moi aussi, c'est un peu dérangeant ce contraste spontané. On accepte les choix de la réalisation, encore une fois. Donc la flotte de l'Empire est partie en direction de la flotte mandalorienne. Axos qui a apparemment un plan en tête, hein. C'est certainement d'ores et déjà de faire écraser son vaisseau spatial, donc là il y a vraiment un gâchis de pognon incroyable vers la base de l'Empire qui est déjà quasiment vide. Je constate aussi un peu étrangement que le vaisseau des Mandaloriens n'est pas équipé de boucliers et que toutes les attaques font mouche d'un point de vue impérial, c'est bizarre. On a ensuite un petit jeu où Mando évolue dans la base impériale, hein, où on voit ces espèces de boucliers protection laser qui empêchent de passer. D'ailleurs, si je trouve ça un peu bizarre, la première fois que c'était présenté, quand Moff Gideon passait, pas à pas pour avancer en direction de la base peut-être secrète. Donc c'est ça, son super système de sécurité. Mais malheureusement pour eux, eh bien, il y a R5-D4 qui est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, qui déverrouille les accès un par un petit peu comme un jeu vidéo où on passe niveau 1, fight, et on voit un premier combat avec Mando qui n'est pas armé, rappelez-vous, hein, il n'a plus d'armes, il n'a plus rien. Il n'oublie pas de le préciser, hein, c'est important qu'on le comprenne. Il récupère les armes bien sûr des soldats par terre, il récupère même un jetpack blanc. Donc Din Djarin qui réussit à atteindre la salle des clones à présent. Une salle avec plein de clones de Moff Gideon. C'est génial, il va se passer un truc incroyable. Eh bien non, Din Djarin réussit de suite à les éliminer en appuyant sur un bouton. Il les noie. C'est ridicule. Je ne comprends pas comment on peut avancer tant de choses. Moff Gideon qui est quand même à la base là depuis plusieurs saisons, depuis le début de The Mandalorian, depuis 3 saisons il est là. Il a fait tout ça pour en arriver à rien. Il a fait tout ça pour créer des clones de lui-même avec la force présente en lui et pour en arriver à que dalle. Monsieur Jon Favreau, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas possible. On jette 3 ans de scénario à la poubelle. On aurait pu potentiellement ouvrir autre chose. Non? 3 ans de travail pour en arriver à une destruction de tous les clones de Moff Gideon avant même qu'ils aient pu passer à l'action. C'est vraiment du gâchis. On a entre-temps une scène assez drôle avec les patrouilleurs droïdes, vous savez, les petites souris impériales droïdisées là, qui circulent sur la surface du sol, un peu partout dans la base. Et ils tombent nez à nez avec R5-D4, donc une petite scène drôle où il ne se passe pas grand-chose. On voit que finalement ces petits droïdes n'ont pas de grande fonction, ils ne sont pas capables de rappeler plus de renforts que d'autres droïdes comme eux. Donc on en arrive à une espèce de scène où tout le monde se rentre dedans, c'est rigolo, mais ça apporte rien. Mais ça m'a bien fait sourire.
Donc dans la base, à ce moment-là, il reste plus grand monde, à part peut-être Din Djarin qui ne souffre d'aucune blessure et qui tue tout le monde. Hein. C'est un massacre unilatéral. Din Djarin qui parvient à atteindre bien la position ultime face au boss de fin. C'est Moff Gideon face à lui, avec sa magnifique cape et son casque de Mandalorien super classe, un petit peu noir avec des effets spéciaux. C'est très très propre. C'est joli, mais finalement, on va vite se rendre compte que c'est très cheaté. Donc c'est l'armurière qui lance l'attaque vers la base. On constate aussi que tout se fait à pied, on va dire, avec jetpack. Donc il y a une grosse confrontation, telle des moustiques qui s'affrontent, hein, tout le monde se percute. On voit aussi Bo-Katan qui sort son sabre noir un petit peu de façon symbolique en direction des adversaires. Je trouvais ça joli pour la photo, mais normalement il n'y a pas de photographe quand ça se passe. Un bel affrontement, comme d'habitude unilatéral, où ce sont les Stormtroopers qui tombent les uns après les autres sans détail. Hein. C'est un massacre de Stormtroopers. On est habitué. On voit encore une fois Mando qui continue à s'infiltrer. Semble-t-il qu'il n'y a plus aucun adversaire qui veuille l'affronter. Hein. Peut-être est-il trop fort, peut-être que tout le monde est déjà parti à l'extérieur. Je croyais que le plus important c'était de protéger le centre de la base, mais non. L'important, semble-t-il, c'est la stratégie de Moff Gideon, c'est d'envoyer ses hommes dans la faune et la flore et de laisser le centre sans surveillance. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc l'aventure, la quête qui se poursuit, et malheureusement Din Djarin qui a affaire directement à Giancarlo Esposito, alias Moff Gideon, avec son magnifique casque de Mandalorien noir. Pourquoi est-il tant fasciné par les Mandaloriens ? J'aurais voulu savoir quelle était son histoire par rapport à eux, un peu plus précisément. Alors certains vont me dire, oui, dans The Clone Wars, on sait un peu plus de choses. Mais s'il vous plaît, montrez-nous-le aussi à l'écran. C'est important pour moi de comprendre. Qui est vraiment Moff Gideon ? Pourquoi est-il aussi ridicule face à l'adversité ? Pourquoi ne s'est-il pas créé un nouveau sabre lui-même, finalement ? Il aurait pu. Je suis un petit peu décousu aujourd'hui car je réagis à chaud, car j'ai eu l'épisode depuis seulement quelques heures, et je voulais vous sortir la critique le plus rapidement possible pour que vous puissiez en profiter, et peut-être pour toucher un peu plus de monde, car c'est pas évident de percer sur le YouTube Games par rapport à tout ce qui est critique notamment, il y a tellement de gens bien placés. Donc Moff Gideon qui se retrouve en mode duel avec Din Djarin. Ok. Et Grogu bien sûr qui est là aussi. Grogu à travers avec son super IG-11 qui dit oui non. Ok, mais qu'est-ce que ça lui apporte concrètement ? Vous avez bien remarqué, après lors du combat avec la garde prétorienne, il est capable de se déplacer beaucoup plus vite sans ce droïde. Et pourquoi ne sait-il pas encore parler, ce Grogu ? C'est terrible, il sait faire des bruits de bébé, ça c'est facile. Il a quand même plus de 50 ans le garçon. Il doit être capable au moins de dire oui, non. Apprenez-lui à parler, s'il vous plaît. On a à présent la garde prétorienne qui arrive face à Din Djarin. Et la garde prétorienne qui est beaucoup plus souple que tout à l'heure avec Paz, où ça avait été vraiment une boucherie, où ils l'avaient transpercé avec leurs espèces de sabres laser. Et là non, il leur fait simplement une petite caresse avec le fouet, ça passe. Pas de blessure mortelle pour Din Djarin, qui s'en sort très bien. Grogu intervient, bien sûr. Ça c'est important, l'intervention de Grogu avec son IG-11. Bien heureusement, ce IG-11 a été rapidement balancé et détruit. Et bien Grogu s'est retrouvé un petit peu isolé, ce qui a inquiété Din Djarin sur le moment, qui s'est retrouvé face à Moff Gideon pour un combat terrible. Moff Gideon contre Din Djarin, et de l'autre côté, les 3 soldats de la garde prétorienne face à Grogu. Mais bien heureusement, Bo-Katan, sortant de nulle part, va permettre à Din Djarin d'aller aider Grogu. Donc on va rééquilibrer les choses. Et c'est là que Moff Gideon nous sort la phrase la plus belle de toute la saison. Bo-Katan, vas-tu te rendre ou te battre ? Ridicule. On se dit bien que Bo-Katan va affronter son ennemi. Ça serait encore plus ridicule qu'elle pose son sabre et dit « Je suis à présent ton sujet ». Voyons. Donc pour moi, Moff Gideon a été un guignol du début à la fin. Il n'a jamais su effrayer qui que ce soit. Il a toujours travaillé avec des pleutres ou des pantins incapables de gérer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est terrible, c'est nul, c'est pourri. Je suis déçu. Donc le terrible Moff Gideon affronte Bo-Katan, un combat plutôt équilibré mais plutôt stérile aussi, il ne se passe pas grand chose. Simplement on constate qu'à un moment, la poigne de Moff Gideon est tellement puissante qu'il est capable d'écraser le sabre noir qui tombe un peu par terre. Et Bo-Katan fait tomber son casque. Et on assiste à une nouvelle réplique mémorable de la série. Les Mandaloriens sont faibles quand ils perdent leurs jouets. Et la réplique de Bo-Katan arrive immédiatement. Les Mandaloriens sont beaucoup plus forts quand ils se battent ensemble. On peut enfin assister aux émotions de Bo-Katan, car des héros qui se combattent avec un casque sur la tête, c'est un peu limité. C'est bien dommage dans cette série que l'on puisse ne pas profiter des jeux d'acteurs de chacun.
ça limite un petit peu la perception. La souffrance et plein d'autres choses. Les sentiments aussi. Car on ne sait pas si Din Djarin est amoureux de Bo-Katan, ce genre de choses. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On ne voit pas. Din Djarin et Grogu qui réussissent à donc malmener les gardes prétoriennes, hein, grâce à la force notamment, car Grogu est très puissant et Din Djarin est très efficace avec un pistolet, donc c'est assez facile finalement pour eux de s'en sortir. Et on constate aussi que Grogu est beaucoup plus habile sans son armure, hein, sans son IG-11 synthétique. Il est capable de faire des bonds assez incroyables et d'utiliser la force à volonté quand il le désire. Donc voilà, ça sent la victoire tout ça. Mais pour autant, on voit Axe Woves qui se dirige avec son vaisseau spatial depuis le ciel pour tout détruire. Hein. Il dit, moi j'arrive, je vais tout péter. Peu importe ce qui est en dessous, c'est pas grave. Ce qui est de Moff Gideon, c'est une bonne chose peut-être pour les Mandaloriens, mais il y a quand même Bo-Katan et Din Djarin et Grogu. Comment ça va se passer? Ça va bien se passer, je vous l'ai dit, on est dans Disney. Et donc le vaisseau qui s'effondre, qui détruit la base, mais heureusement Grogu utilise la force et protège nos amis, telle une scène biblique avec une espèce de bulle de protection, plutôt bien jouée. Très très jolie image avec des flammes un peu partout. Moff Gideon désintégré, un petit peu comme un ennemi qui explose dans les mauvais films, les mauvaises séries. Et on s'arrête là pour cette scène. Un gros coupé, écran noir, petit bond dans le temps. Et on arrive au baptême de l'enfant de Paz. L'enfant de Paz qui enfin va être proclamé Mandalorien, en tout cas avec le casque et tout ça. Il va peut-être prendre un petit peu plus de grade, d'ancienneté dans son monde. Et il doit répéter les rituels de Mandalore. Hein, je jure d'obéir à mes chefs, blablabla, tout ça. Il le dit très rapidement parce que je crois qu'il a peur que ça recommence comme la dernière fois qu'une créature sorte de la Terre. Ce qui aurait pu se passer car, comme vous le savez, sous la Terre, il y a le grand mythosaure qui aurait pu peut-être croquer cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, cet enfant débile. Ça aurait pu être plutôt sympa. Enfin non, je plaisante bien sûr. Il est sympa cet enfant. Il a perdu son père adoptif. Paz. Donc peut-être qu'il aura un grand destin dans la suite des combats mandaloriens. Et arrive soudain Grogu, accompagné de Din Djarin, et on comprend que Grogu ne peut pas être baptisé de la même façon, sauf s'il est adopté directement par Din Djarin. Et Din Djarin le fait. Et Grogu devient Din Grogu. Incroyable. L'armurière demande à Din Grogu et à Din Djarin de se barrer pour aller faire un petit peu leurs aventures, pour aller peut-être former l'enfant de la meilleure façon possible pour devenir un super Mandalorien. Din Djarin quitte forcément le club, quitte Mandalore. Mandalore qui est redevenu Mandalore le Grand, car on rallume la forge et ça c'est magnifique. On voit tout un peuple reprendre le pouvoir, reprendre possession de sa propre planète. Et on se dirige ensuite vers la planète des rebelles pour aller faire un tour. Din Grogu qui marche bizarrement sur le sol, hein. Dans le bar, ça m'a vraiment choqué cette animation. C'est pas très très bien fini, je trouve, c'est un peu ridicule. On aurait pu faire de plus grands efforts par rapport à tout ça. Din Djarin qui passe un marché avec le soldat rebelle, hein, notre soldat rebelle habituel que l'on voit à chaque épisode. Un marché comme quoi il pourrait travailler ponctuellement avec la Nouvelle République pour obtenir quelques dollars, quelques crédits républicains, histoire d'avoir un peu d'argent pour peut-être payer sa future location sur Nevarro, où Greef Karga va lui offrir une petite cabane, comme il l'appelle, une petite maison de vacances. On dirait vraiment un gîte où il va habiter avec Grogu. C'est magnifique. Et on constate aussi le cadeau que Din Djarin fait à Greef Karga. C'est le nouveau IG-11, nouveau Marshal qui va remplacer concrètement Cara Dune, disparu de la série, n'oubliez pas. Le nouveau Marshal, ce sera un droïde sur Nevarro. Qu'il en soit ainsi. Ainsi ai-je parlé, telle est la voix. Et donc on termine sur ce plan avec Din Djarin, la cabane et Grogu en train de jouer avec une grenouille en lévitation. Grogu qui est redevenu un petit enfant, semble-t-il. Et une série qui vient peut-être de s'achever avec cet épisode. Car la saison 4 n'a pas été complètement mise en avant par Jon Favreau. Il parlait d'une saison 4, qu'ils avaient des idées. Mais regardez, cette fin de saison est assez incroyable. On n'a pas de nouvelle intrigue qui est lancée. Je pensais qu'on allait ouvrir peut-être sur l'Amiral Thrawn, mais que dalle. On n'a rien concernant ceci. On n'a pas de nouvelle intrigue filler de choses potentiellement, des quêtes pour les Mandaloriens qui apparemment ont simplement réussi à conquérir leur planète et que tout va bien, c'est gagné. Bo-Katan est de nouveau sur son trône, on ne sait pas si elle a réparé son sabre noir. Moff Gideon est détruit, mort. À jamais. Les clones, on n'en parle plus. Tout ça pour rien. J'attends toujours plus, je suis un fan de Star Wars, n'oubliez pas. J'ai grandi avec la première trilogie. J'adore Luke Skywalker et ses amis. Je n'ai rien contre R5D4. Je n'ai rien contre Grogu. Je n'ai rien contre Din Djarin qui sont assez incroyables. Donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison plus spécifiquement. Est-ce que Jon Favreau a répondu à vos attentes? Est-ce que vous êtes rassasié de Grogu, du gamin vert, comme on dit? Din Grogu, comme on va appeler à présent. Un nom de plus en plus improbable. Eh bien moi, c'est mitigé. Je reconnais que j'ai pris plaisir à découvrir ces magnifiques images, ces vaisseaux spatiaux, ces combats spatiaux très très beaux. Mais ce putain de réalisme, où il est? Faites-moi tomber des Mandaloriens au front. Coupez-moi des bras, des têtes. Proprement, hein. Pas des trucs horribles non plus. Mais mettez un minimum de réalisme à tout ça. Moi, j'en ai besoin pour vivre, pour vibrer dans Star Wars. Pas d'amour non plus. Rappelez-vous, dans la saison 2, on avait plutôt l'amour entre Grogu et Din Djarin. La relation père-fils, c'était très intense. Dans cette saison, on n'a pas cette dimension. On aurait pu penser à Bo-Katan, qui s'est rapproché de l'enfant, qui potentiellement, Din Djarin, qui lui avait aussi promis, quelque part, qu'il serait fidèle à tout ce qu'elle entreprendrait. Et bien regardez, Din Djarin, à la fin de la saison, il est parti. Bo-Katan n'a plus besoin de lui, elle l'a jeté, peut-être. En tout cas, la grande forge est réactivée. On va pouvoir recréer de nouvelles armures mandaloriennes. Les Mandaloriens vont pouvoir se réorganiser sur leur planète, ça c'est très bien. C'est cool. Mais c'est tout. Moi, l'Empire m'a déçu. Regardez Pershing, tout ça, là, tout ce qui a été mis en avant, toutes ces scènes un petit peu à la Coruscant. Là, on a vu beaucoup d'évolutions technologiques, les IA, tout ça, les robots. On met tout ça au placard. On n'a pas d'ouverture sur autre chose. Et ça, c'est bien dommage. Pour autant, merci malgré tout à Star Wars de nous faire vivre ces moments. Cette critique n'existerait pas si on n'avait pas The Mandalorian. Donc je vous dis, je vous souhaite à tous de profiter à fond de cette saison, de futures saisons qui vont sortir, notamment Ahsoka, la future saison qui va sortir très bientôt, je crois que c'est cet été. J'espère qu'on verra de belles choses. Le trailer a l'air très intéressant. Donc je serai forcément au rendez-vous, hein, peut-être pour des nouvelles classiques, je ne sais pas encore. Je vous remercie pour votre fidélité, vous qui m'avez suivi durant toute la saison. Hein. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos pouces bleus. N'hésitez pas à continuer, mettez en avant cette vidéo. Je sais c'est pas la meilleure, mais peu importe, on fera encore mieux la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Très très bonne journée à vous. Vive Star Wars, vive la vie. Ciao ciao.